Bonjour à toutes et tous. Je vois qu'on est presque 30 participants. Dans le chat, je suis Julie, je suis responsable de la communication du cabinet Sextant. Bienvenue à tous. On va peut-être laisser encore 2-3 petites secondes le temps que tout le monde arrive. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous rencontrez un problème de son ou de vidéo. Sachez que nous ferons au mieux. J'espère que pour tout le monde, ça va. Bonjour Vincent. Eh bien, je vous propose qu'on se lance puisque c'est l'après-midi et que tout le monde a pas mal de choses à faire, j'imagine. Déjà, merci à tous de votre participation. On va parler pendant 1 heure de l'emploi des seniors. Je vais avant de passer la main, à nos 2 intervenants que sont Delphine Vegas et Benoît Leplay, qui sont consultants sociaux chez nous. Vous dire simplement comment l'heure va se dérouler. On va essayer de se tenir, de tenir le programme sur 1 heure. 30 à 40 minutes de présentation pour Benoît et Delphine, et ensuite avoir une vingtaine de minutes de questions-réponses. Je regarde juste dans le chat, pardon. Voilà, je vous entends bien, donc c'est cool. Vous posez les questions dans le chat, vous connaissez le principe, et de mon côté, je vais essayer de les relayer, mais on se garde ça pour voilà, la deuxième partie de l'heure. Eh bien, écoutez, à vous les studios. Benoît, Delphine, je vous laisse commencer. Et puis je reviens avec plein de questions d'ici 40 minutes. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, le sujet qui nous réunit là aujourd'hui, ce matin, comme l'a dit Julie, c'est bien l'emploi des seniors qui se base sur 10 grands constats sur la place des seniors en France et notamment dans l'emploi. L'idée aussi, c'est de tracer des pistes d'action pour les IRP sur cette thématique, avec des pistes de mesures à négocier, pistes et mesures que l'on a pu tirer aussi de l'analyse de 46 accords d'entreprise, accords de GEPP avec un volet senior ou accords spécifiques sur les seniors. Donc, je vais d'abord me présenter rapidement. Donc, Delphine Vegas, je suis consultante RH chez Sextant depuis plus de bientôt 13 ans. Voilà, avec une spécialisation donc, sur les ressources humaines, sur les domaines sociaux. Et je vais laisser la parole à mon collègue Benoît qui va se présenter. Bonjour à toutes et tous, oui, moi aussi, donc Benoît Leplay, consultant senior sur toutes les questions aussi sociales et RH. À peu près, je suis arrivé juste après Delphine, donc moi ça fait 12 ans que je suis au cabinet Sextant. J'intervenais avant dans le champ de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, également sur la problématique déjà de l'emploi des seniors. Voilà. Juste peut-être 2 petits mots concernant Sextant Expertise que vous connaissez. Donc, nous sommes un cabinet d'experts qui intervient exclusivement à la demande des CSE et des organisations syndicales pour vous accompagner à la fois dans le cadre de consultations dès lors que vous avez un avis, que ce soit sur la situation économique et financière, la politique sociale ou les conditions de travail, et puis également l'accompagnement à la négociation, dont le sujet des seniors pourrait faire partie également. Et puis, nous réalisons également des formations. Nous avons également une offre de formation à votre disposition. Voilà. On rentre dans le vif du sujet. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Alors, évidemment, tout le débat qu'il y a eu sur la réforme des retraites a remis un petit peu au centre des problématiques, pas forcément des débats d'ailleurs, mais en tout cas des problématiques, la question de l'emploi de la population qu'on a qualifiée de seniors, évidemment dans cette perspective d'allongement de la vie professionnelle. Donc, on remet simplement ici quelques données de cadrage assez succinctes. Simplement, donc, évidemment, on est dans le report de cet âge de départ à la retraite à 64 ans. On était déjà sur un âge légal de départ à la retraite qui était de 62 ans, avec, malgré tout, et c'est quand même important de le signaler, quand on regardait l'âge effectif de départ à la retraite, on était au-delà de ces 62 ans. On était à 62,9 ans en moyenne. Donc là, l'ambition, c'est de le faire progresser. Et puis, quand on interroge les salariés, et qui ne sont pas encore retraités, et quand on leur demande quand est-ce qu'ils pensent pouvoir partir, eh bien,
On a des réponses qui sont assez intéressantes, hein. D'abord, il y a quand même encore une méconnaissance un petit peu par rapport aux modalités de calcul. Et en 2022, les salariés se projetaient plus ou moins encore, puisque vous voyez, ils se projetaient à 64,8 ans en moyenne. Et puis quand on leur demande à quel âge moyen donc les non-retraités pensent qu'il est plus acceptable de faire travailler les gens, là on voit qu'on se rapproche un peu de cet âge de départ effectif qui est à 63,4 ans. Et puis quand on leur demande le souhait, à quel âge eux ils souhaitent, eh bien on descend encore un petit peu plus et là on est à 60,6 ans. Donc il y a une vraie appréhension en tout cas par rapport aux conditions que l'on connaît aujourd'hui de pouvoir s'inscrire dans cette perspective d'allongement de la vie professionnelle. Alors, ce qu'il est bon de rappeler aussi, c'est que on parle d'âge légal de départ à la retraite, mais il y a une donnée importante à connaître, c'est de rapprocher aussi cet âge légal de départ à la retraite de l'âge de l'espérance de vie en bonne santé. Ce qu'on peut observer, c'est qu'en 2021, l'espérance de vie en bonne santé, elle était de 67 ans pour les femmes. Elle était de 65,6 ans pour les hommes, donc un peu moins longue. Et l'écart entre les femmes et les hommes et au sein même de la catégorie des hommes serait encore plus forte si on prenait les catégories socioprofessionnelles où l'espérance de vie en bonne santé pour un ouvrier n'est pas la même que pour un salarié cadre, donc avec une espérance de vie qui est en deçà des 65 ans,6. Donc, on voit en fait que de l'évolution et l'augmentation, en tout cas que le report de l'âge légal de départ à la retraite de 64 ans se rapproche de plus en plus de l'espérance de vie en bonne santé. Ça, c'est un élément important à retenir. Ce qu'il faut savoir également, c'est que globalement, la part des salariés, pas des salariés, mais des personnes de plus de 60 ans, elle représentera un tiers de la population en France en 2050, contre 27,5% en 2023. Donc, cette tendance, en tout cas, au vieillissement de la population existe. Mais ce qu'il faut retenir aussi, autre élément, autre constat important, c'est le taux d'emploi des seniors en France. On en a beaucoup parlé pendant la période qui vient de s'écouler. Donc, on sait qu'en tout cas, en 2021, pour la tranche des 50-59 ans, le taux d'emploi était de 75,1%. Très loin, enfin en tout cas en retrait par rapport à ce qu'on voit dans les autres pays européens, même si en France ça avait un peu augmenté ces dernières années. Mais là, oui, ce qu'il faut observer aussi, c'est que ce taux d'emploi, il chute dans la tranche des 60-64 ans, où là, il n'est que de 35,5%. Autre constat important et qu'il est bon d'avoir en tête, c'est qu'il y a un quart des personnes âgées de 58 à 61 ans qui aujourd'hui se situent, c'est une enquête de la DARES, DRITS et CNAV très récente, il y a un quart des personnes âgées de 58 à 61 ans aujourd'hui qui se situent dans ce qu'on peut appeler un sas de pauvreté, c'est-à-dire jusqu'à la retraite effective, c'est-à-dire des personnes qui ne sont ni en emploi, c'est-à-dire qui sont soit au chômage, soit dans les phases transitoires, et qui ne sont pas encore à la retraite. Donc, ce sas de pauvreté, comment sera-t-il impacté par l'augmentation le report de l'âge légal? C'est la question qui se pose. Et Benoît, sur les idées reçues sur les seniors, autre constat important là-dessus, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un élément très important aujourd'hui sur la situation des seniors en France, c'est que cette population subit en gros des idées reçues qui, soi-disant, laissent entendre qu'un salarié senior aurait une santé plus fragile, ça on peut l'admettre, mais surtout aurait des profils surdimensionnés, serait trop coûteux, serait plus résistant au changement, aurait plus de difficultés à s'adapter aux évolutions et serait voire moins engagé
dans leur travail, autant d'idées reçues qui ressortent d'une enquête Ipsos réalisée en septembre 2022 par l'association à compétences égales. Oui, et ce qui est important aussi de souligner, c'est aussi le changement de braquet côté politique publique et même aussi dans les pratiques d'entreprise, parce que d'ailleurs, peut-être qui sont venus alimenter finalement un certain nombre d'idées reçues. Tout le monde peut aspirer à partir le plus tôt possible à la retraite pour bénéficier d'un temps plus oisif, mais pour autant, les politiques publiques ont pu encourager notamment les départs anticipés par le biais de de pré-retraite, de dispositifs de pré-retraite qui étaient cofinancés pendant très longtemps. Et pendant très longtemps, donc, on s'est plutôt inscrit dans cette démarche à partir le plus tôt possible, ce qui existe encore dans certaines entreprises, mais il faut bien le reconnaître, sans doute les plus riches d'entre elles. Et puis, depuis, alors c'est pas nouveau non plus, mais pour autant, les pratiques mettent du temps à évoluer, les représentations mettent beaucoup de temps à évoluer. On s'est inscrit progressivement dans des politiques qui sont plutôt orientées sur la question du maintien dans l'emploi des seniors. Est-ce que pour autant on y arrive? C'est autre chose qu'on va observer. D'ailleurs, les données statistiques l'attestent pour partie. Ce fameux sas de pauvreté où effectivement on a vu que du fait de l'allongement, notamment par rapport à la réforme Touraine, de l'allongement de l'âge de départ à la retraite, on a vu aussi une augmentation des arrêts pour maladie, qui sont liés à des effets d'usure professionnelle, sur lesquels on reviendra par la suite. Mais donc, en fait, il faut avoir en tête un petit peu ça. Et si tu veux bien passer à la page suivante, si on reprend un petit peu le continuum, l'histoire autour de cette question dans le débat public et surtout dans l'agenda social des entreprises. En fait, cette question, ce qu'on a revu un petit peu au bout du jour à travers les débats sur les retraites, sur des potentiels accords sur l'emploi des seniors, en fait, c'est une vieille histoire. C'est une histoire qui existe. Alors, il y avait eu un accord national interprofessionnel en 2005 qui pointait le principe d'avoir des entretiens de seconde partie de carrière, donc au-delà de 45 ans. Alors, est-ce qu'on s'inscrit déjà dans l'emploi des seniors en seconde partie de carrière? On pourra peut-être en discuter dans le débat tout à l'heure, mais bon, ça part de là. Et puis surtout, une loi en 2008 qui demandait en fait à chaque entreprise de négocier des accords ou à défaut d'une négociation, d'avoir des plans d'action unilatéraux en faveur du maintien et du recrutement des salariés seniors. Et à défaut, les entreprises se verraient sanctionnées et exactement dans les mêmes modalités que l'on a entendu encore il y a quelques semaines, c'est-à-dire l'équivalent d'1% de la masse salariale. Je vous le dis tout de suite, pour avoir observé ça, il y a eu très très peu d'entreprises qui ont été mises à l'amende. On était sur des obligations qui étaient des obligations de moyens, très peu aussi sur la question des résultats, et les sanctions venaient surtout conclure un petit peu des défauts de procédure qu'il pouvait y avoir. Bon, on a eu ça. Et puis à un moment donné, le législateur s'est mis en tête aussi qu'il fallait concilier la question des destins des salariés dits seniors avec les salariés plus juniors, avec toutes les difficultés d'accès à l'emploi pour cette population-là. Et on a instauré ce qu'on a appelé les contrats de génération. Donc, on retrouvait un petit peu cette même philosophie à travers la négociation d'accords ou à défaut de plans d'action unilatéraux, donc avec un certain niveau de contrainte et de fait, l'idée aussi que ce soit sur la table de la négociation. Donc, en cela, ça pouvait avoir une certaine vertu. Puis, ça n'a pas forcément été suivi de beaucoup de faits. Et 4 ans après, on a supprimé ça. Et en fait, on va retrouver un peu cette question de l'emploi des seniors, mais plus du tout du point de vue aussi volontariste de cette obligation de négocier, mais à travers cette faculté qui était donnée de traiter ce sujet-là à l'occasion des négociations sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, ex-GPEC, aujourd'hui GEPP. Et donc, c'est une possibilité qui est donnée. Mais on a bien vu donc cette évolution un peu de ce curseur-là, de quelque chose qui était quand même relativement contraignant, même si dans les faits, il n'y a pas eu une évolution fondamentale des cultures d'entreprise en la matière. Bon, c'était une chose. À l'idée aujourd'hui que ça n'est qu'une faculté qui est donnée et on peut tout à fait s'affranchir de la question de l'emploi des seniors dans les négociations sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Alors, sans doute, pour bien commencer toute négociation, le plus important, c'est de partager un diagnostic. Partager un diagnostic entre les partenaires sociaux sur la situation de l'entreprise. Il n'y a pas de définition légale de qu'est-ce qu'un senior en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important et qui doit être contextualisé. D'ailleurs, que l'on soit recruteur ou que l'on soit dans l'emploi, c'est pas forcément les mêmes seuils d'âge. Dans les accords seniors dont j'ai parlé tout à l'heure, d'ailleurs, il y avait une distinction.
Pour les mesures concernant les seniors en retour à l'emploi, c'était 50 ans et plus. Pour le maintien dans l'emploi, c'était les 55 et plus. Mais que ce soit 50, que ce soit 55, on sait très bien qu'au sein d'une même entreprise, d'un même secteur d'activité, les réalités peuvent être très, très différentes. Selon les mêmes métiers, les réalités peuvent être également très, très différentes. Donc, ce qui est très important de retenir, c'est la question de la contextualisation. De qui on parle et finalement, qu'est-ce qu'on veut révéler? En fait, l'enjeu fondamental de la question de l'emploi des seniors, c'est de faire en sorte que l'avancée en âge ne soit pas un facteur d'exclusion du travail et de l'emploi. Parce que c'est très, très difficile après de revenir dans l'emploi. Donc, est-ce que les problématiques qui peuvent être des problématiques de formation, d'évolution professionnelle ou de santé se posent à plus ou moins tel ou tel âge? Là, c'est aux partenaires sociaux d'arriver à définir en tout cas ça. Si vous êtes dans le secteur, par exemple, industriel ou dans le secteur des services informatiques, c'est pas du tout les mêmes réalités qui sont liées au travail, d'où l'importance d'avoir à nouveau ce diagnostic partagé. Et ce diagnostic partagé, il peut se faire selon aussi différentes thématiques. Il y a la question du recrutement, il y a la question des évolutions de carrière, c'est extrêmement important. Il y a la question qui participe de l'évolution des carrières autour du développement des compétences et de l'accès à la formation. Un enjeu très très fort autour des conditions de travail, la prévention de la pénibilité et des usures professionnelles. On sait qu'il y a aussi les enjeux qui peuvent exister par endroits, une transmission de savoir et des compétences, mais dans combien d'entreprises on n'a pas attendu aussi le fait que finalement on se félicitait peut-être justement d'avoir des départs massifs à la retraite parce que ça permettait plutôt de régénérer les compétences plutôt que les transférer. Donc là encore, il faut bien savoir de quoi on parle. Et puis on le verra également autour de l'aménagement des fins de carrière, que ce soit en termes d'aménagement des postes ou des conditions de travail, des choses qui peuvent être reportées. Donc il faut poser ces différentes thématiques. Là-dessus, eh bien, vous, en tant que représentant des salariés, vous pouvez vous appuyer sur des diagnostics que vous pouvez réaliser vous-même, par le biais d'enquêtes aussi que vous pouvez faire, et puis sur les données sociales que peut vous transmettre l'entreprise, et puis également à l'occasion des consultations récurrentes que vous avez, qu'elles soient sur la politique sociale, les conditions de travail, ou les orientations stratégiques, parce que quand on parle d'orientation stratégique, on parle évidemment des impacts sur l'emploi et des compétences qui peuvent se regarder peut-être différemment selon les générations. Bon, là-dessus, vous le savez, vous pouvez vous faire accompagner par un expert. On en reparlera peut-être aussi tout à l'heure à l'occasion du débat. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'en termes d'indicateurs, il y a besoin, donc, pour faire ce diagnostic, de se fixer des indicateurs pertinents. Et c'est vrai que, justement, dans le cadre des expertises, ou en tout cas des missions qu'on peut faire dans les entreprises, il y a des indicateurs autour des taux d'accès des seniors, d'avoir une visibilité sur l'accès le taux d'accès à la formation, le taux d'accès à la mobilité, le taux d'accès à la promotion, le taux d'accès aux augmentations individuelles. Tout ça sont des indicateurs qui permettent de comparer le taux d'accès des seniors aux modalités et aux actions RH de l'entreprise. Et ça, ce sont des indicateurs qui peuvent être très pertinents pour établir ce diagnostic, savoir est-ce qu'il y a une équité de traitement, une égalité de traitement, une équité de traitement en direction des salariés seniors comparés aux autres salariés de l'entreprise. Et à ce propos, sur les... Excusez-moi, j'essaie de passer au slide qui suit. Voilà. Donc, en ce qui concerne les dispositions donc, qui peuvent être négociées sur la base d'un diagnostic partagé au départ, nous avons pu établir et faire ressortir quelques mesures intéressantes ou innovantes sur l'emploi des seniors dans l'analyse de 46 accords d'entreprise, comme je l'évoquais plus tôt, soit des accords GEPP avec des volets seniors, des accords signés depuis 2021, ou des accords spécifiques sur les seniors. Donc là, vous avez une analyse un peu rapide de comment se répartissaient ces accords selon 4 thématiques, un prisme de 4 thématiques que nous avons regardé sur la question de l'embauche et des parcours professionnels, première thématique, deuxième thématique sur le développement des compétences, troisième thématique, celle des conditions de travail, et la quatrième sur les aménagements de fin de carrière. Donc là, vous avez un peu la répartition de ces accords, à savoir, est-ce que ces accords ont abordé ces thématiques? Ça ne veut pas dire que ces mesures sont bonnes ou pas bonnes, c'est est-ce que cette thématique apparaît dans les accords?
Et ce qu'on peut observer, c'est que sur certaines thématiques, il y a des disparités sectorielles. On voit par exemple que la question de l'embauche et des parcours professionnels est abordée dans 80% des accords des secteurs banque et assurance, contre simplement 9% sur les accords chimie, pharma, énergie. Sur le développement des compétences, on voit que la distribution agroalimentaire et commerce, cette thématique est abordée alors qu'elle est très faiblement abordée, ce qui peut étonner d'ailleurs dans l'industrie et l'aéronautique ou même dans le conseil et dans l'informatique. En tout cas, dans les accords qu'on a pu observer. Sur la thématique des conditions de travail, c'est un terme qui est abordé de manière générale dans quels que soient les secteurs. Et sur les aménagements de fin de carrière, là également, on peut dire que c'est un thème, un peu moins que les conditions de travail, qui est abordé. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que les mesures dedans sont à la hauteur des enjeux. Et par rapport à ce que vient de dire Benoît précédemment, il convient de préciser que sur l'ensemble des accords que l'on a étudiés, seuls 5 accords sur 46 donnaient des éléments de diagnostic en préalable. C'est-à-dire qu'à la lecture des accords, on ne savait même pas quel était le taux d'emploi, le taux de seniors dans l'entreprise concernée, par exemple. Je me permets juste de dire, ce qui était un prérequis dans les précédents accords seniors dont j'ai parlé de 2008 et également de 2013. C'était indispensable qu'il y ait ces éléments de diagnostic, sinon il n'y avait pas de validation qui pouvait être faite par la directe de l'époque. Donc voilà, et effectivement, ça s'est aussi dilué par la suite. Ouais. Et si on s'arrête donc sur les mesures phares sur l'embauche des seniors et des parcours professionnels, donc là, on vous a mis un peu les mesures phares qu'on a pu tirer de notre analyse et puis de nos différentes missions. Ce qu'il faut noter, c'est il y a des accords donc, qui s'engagent à maintenir une représentation des seniors dans l'entreprise. Là, l'accord en question prévoyait le maintien, par exemple, d'un taux de seniors de 15% des effectifs sur la durée de l'accord. Il y a certains accords qui également s'engagent à maintenir dans l'emploi 95% des seniors jusqu'à l'âge de la retraite. Ça, ce sont par exemple des mesures phares qui sont très rares, mais qu'on a pu observer dans les accords étudiés. Autre question, et là, dans les accords, c'est ce qui manque souvent parfois, c'est des engagements avec des objectifs chiffrés dans les accords. En tout cas, il y en a certains qui ont prévu des objectifs de recrutement avec, par exemple, d'atteindre un taux d'embauche des seniors de 55 ans et plus de 2%, par exemple. Ou alors d'embaucher au moins 9% de seniors par an. Donc, à vérifier, sachant que, bien évidemment, il faut connaître le taux d'embauche des seniors actuellement dans l'entreprise, avant de fixer des objectifs à venir. Parce que parfois, malheureusement, dans beaucoup d'accords, certains objectifs ne font que maintenir l'existant, en fait. Il n'y a pas d'engagement d'amélioration en la matière. Autre mesure phare, c'est par exemple et là on n'est plus sur le volet parcours professionnel, sur les entretiens de carrière, il y a des accords qui prévoient un entretien pour anticiper les évolutions de carrière, entretien avec la DRH à la demande du salarié, et là à partir de 45 ans. On fait un état des lieux, un point sur l'évolution professionnelle, la situation de la carrière professionnelle pour préparer la suite. Autre mesure que l'on peut observer, il y a par exemple, dans le cadre de la mobilité, un accord qui dit que les seniors sont prioritaires en cas de demande de mobilité géographique ou fonctionnelle, dans une logique de maintenir la motivation, maintenir l'employabilité des salariés seniors. C'est également ce qu'on a pu voir. Et également, dans les autres mesures, le développement du rôle de formateur, de tuteur pour les salariés seniors, avec une priorité donnée aux seniors pour les rôles de référent, de tuteur, de formateur occasionnel, le développement de binômes d'échange dans le cas d'un tutorat
entre salariés expérimentés et jeunes, pardon, et un mentorat inversé avec des salariés plus jeunes aussi qui aident les seniors, par exemple, sur l'utilisation des nouvelles technologies, par exemple. C'est également des mesures que l'on a pu. Sur les mesures phares sur le développement des compétences. Oui, en complément de ce que tu viens de dire, Delphine, effectivement, ce qui participe de l'évolution de son parcours professionnel, ce qui est un élément très important, c'est aussi tout ce qui concerne la question des compétences et de la formation. Alors, très sincèrement, quand on lit les différentes mesures issues de ces accords, il n'y a pas grand-chose de tout à fait révolutionnaire en la matière, il faut quand même se le dire, ou très, très offensif. Et en fait, un des enjeux, c'est bien de faire en sorte que l'on puisse évoluer dans sa carrière, quel que soit finalement son âge, et qu'on ait ces possibilités-là. Rappelant aussi le principe fondamental, qui est que, on l'a dit tout à l'heure, dans les représentations, on disait, bah oui, les seniors peuvent avoir des compétences entre guillemets obsolètes ou un peu plus rétifs au changement, ainsi de suite. Il en vient toujours de la responsabilité de l'employeur de maintenir l'employabilité des salariés, quand bien même aujourd'hui, on souhaite et on voit bien dans les différents dispositifs à ce que les salariés soient davantage acteurs de leur évolution professionnelle. On rappelle les responsabilités premières qui sont celles des employeurs. Alors, en matière de développement des compétences, on a des mesures telles que le fait de faire en sorte, à minima, que les seniors puissent accéder à la formation au même titre que l'ensemble des salariés. Maintenant, quelles que soient les mesures qui concernent la formation, il faut toujours se dire de quoi on parle exactement en la matière, parce que le registre de la formation, il peut être extrêmement large et avoir des composantes très différentes. Donc, il faudrait peut-être préciser des formations permettant les évolutions professionnelles à proprement parler. Donc, l'objectif de former, là, des choses qui sont un petit peu plus indicatives, de former la quasi-totalité des seniors tous les ans, pour une durée d'au moins 2 jours. Là encore, il faut le corréler au plan de développement des compétences de l'entreprise. Voilà, il y a des entreprises, je connais, qui sont sur des volumétries qui sont de 4 à 5 ou 6 jours de formation par salarié. Donc, à nouveau, faire en sorte que ce soit au moins aussi bien que pour les autres. Des possibilités de modifier aussi le plan de développement de compétences en cours d'année. Là, on le voit aussi dans les entreprises, de plus en plus, on s'affranchit un petit peu de ce plan de développement de compétences qui ne permet pas forcément toujours d'être tout à fait sûr à un moment donné de tout ce qui va devoir se faire pendant l'année. Bon, là, c'est de se donner un petit peu de flexibilité en la matière en disant on pourra intégrer les priorités pour les salariés, entre guillemets, seniors, de rendre, et c'est peut-être là le plus important, les seniors prioritaires dans les actions d'investissement de formation dès lors où vous avez posé le diagnostic qu'il puisse y avoir des ralentissements dans leur dynamique d'évolution professionnelle à partir d'un certain âge. Donc, effectivement, on sait, toutes les industries sont en train d'évoluer, énormément de sociétés de services également. Donc, il y a besoin de pouvoir anticiper les choses. Je rappelle toujours, quand on parle de troisième partie de carrière à partir de 55 ans, c'est la troisième partie de carrière, c'est pas la fin de carrière. Et donc, il faut être en capacité d'évoluer, quel que soit son âge. Et puis, déterminer une enveloppe de budget de formation qui peut être consacrée à cette population-là, si ça n'est pas le cas, qui revient un petit peu à cette question de priorisation. Et puis, il y a d'autres dispositifs aussi qui peuvent être mobilisés. Si tu veux, il y a un petit temps de latence, autour du bilan de compétences, de la validation des acquis de l'expérience, du compte personnel de formation ou des dispositifs qui sont sur la reconversion, la promotion par alternance qu'on appelle PROA. Bon, ça, c'est des choses qui existent depuis quand même pas mal de temps dans les entreprises, mis à part PROA qui est relativement nouveau. Là encore, force est de constater que ce n'est pas forcément ces dispositifs qui sont aujourd'hui le plus mobilisés, donc ça nécessite à nouveau un travail de communication et de sensibilisation important, mais aussi, à la base, de pouvoir donner des perspectives professionnelles pour ces salariés et qui ensuite pourront mobiliser. Là, on a affaire à des outils et pas forcément à des objectifs plus concrets en termes de trajectoire professionnelle. Voilà. Et pour revenir un petit peu effectivement sur l'observation, attention, dans le registre de la formation, on peut mettre du tout et du n'importe quoi. Donc, faites bien attention aussi à la définition et à ces différents modules de formation qui sont intégrés dans ces différentes mesures. Autre registre, alors qui participe à nouveau, la dynamique professionnelle, elle est liée au parcours et puis elle est liée à son état de santé. Et son état de santé, c'est là sur la question importante de la prévention de l'usure professionnelle et de la pénibilité.
au travail, qui fait que, on l'a dit tout à l'heure, hein, l'âge pour les salariés qui resteraient en bonne santé, il n'est pas très très loin des 64 ans. Donc derrière, effectivement, on peut être dans des situations avec des travaux extrêmement sollicitants, donc ce qu'on appelle l'usure professionnelle, hein, qui est provoquée par le travail, qui peut faire en sorte qu'on n'arrivera pas à aller jusqu'au bout si on ne change pas, un certain nombre de modalités concernant les conditions de travail. Alors, ça peut passer par l'aménagement des postes de travail. Là encore, pas des choses qui sont tout à fait révolutionnaires, hein, sur la cartographie des risques par poste, sur le fait de pouvoir recourir à des spécialistes des aménagements de postes de travail, comme les ergonomes aussi, pour pouvoir faire les études appropriées, de pouvoir poursuivre les formations sur les gestes et postures, parce que bon, on les suit une fois et puis après on a tendance à les oublier, et pour autant c'est tous les jours que les corps sont sollicités, de pouvoir avoir des mobilités qui sont facilitées, évidemment, quand on a un poste qui est plus pénible, donc vers des postes qui le seraient moins. Et là, c'est le travail aussi qui est à faire en adéquation avec les services de santé au travail. Et puis, de tout faire en sorte, hein, de limiter évidemment les risques qui peuvent être liés aux sollicitations exigeantes, hein, d'un point de vue physique. À noter qu'on a quand même très très peu de choses, hein, dans les accords, voire Delphine, tu me corriges, sur la dimension plus psychosociale, hein, et les impacts psychosociaux du travail, qui sont quand même une composante aujourd'hui très très importante, hein, pour les salariés. Autre élément autour du télétravail. Alors, ces accords ont pu se négocier parfois avant crise sanitaire, où le télétravail n'était pas aussi développé qu'on le voit aujourd'hui, mais bon, les quelques mesures que l'on a pu voir sont plutôt sur l'extension, hein, du nombre de jours télétravaillés par semaine, par exemple, donc se donner cette possibilité-là pour que la pénibilité qui est liée aux conditions d'accès au travail soit moindre, et puis des prises en charge qui peuvent être aussi un peu plus importantes sur l'aménagement des postes en télétravail. Voilà, là, bon, maintenant, on voit plutôt un déport, hein, de ces mesures-là sur les accords de QVCT ou des accords de télétravail à proprement parler. Après, on a l'autre registre, hein, autour de l'aménagement des horaires de travail, la réduction du nombre d'astreintes, de nuits travaillées. Alors, ce qui est très important, effectivement, pour ceux qui sont plutôt dans les champs industriels avec du travail posté, c'est qu'on sait que le travail posté est particulièrement aussi sollicitant du point de vue physique, hein, les rotations, les différents quarts. Donc là, de faire en sorte d'alléger un petit peu les contraintes là, donc parfois des passages d'équipe de 3-8 en 2-8 pour cela. Et puis, ça peut être aussi le fait d'octroyer des jours de repos supplémentaires, voilà, qui font partie à nouveau de la batterie des mesures possibles. Et puis, dernier point, qui ne résume pas, et j'y reviendrai tout à l'heure, la totalité de ce que l'on peut faire, c'est de faciliter aussi l'accès au temps partiel et des temps partiels aidés, avec différentes mesures, hein, en fonction aussi des possibilités des entreprises, dans les abondements qu'ils peuvent faire en rémunération. Généralement, on voit du 80% avec 90% de rémunération, et puis le matin des cotisations retraite, sur la base d'un taux plein, voilà, qui permet d'avoir un système un peu dégressif, hein, en termes de charge de travail, et ce qui revient un peu à des dispositifs de retraite progressive, hein, qu'on connaissait aussi par le passé, et qui peuvent être extrêmement intéressants. Ce sur quoi je voudrais insister peut-être par rapport à ça, puis après je te passe la parole, c'est que généralement les mesures que l'on voit sont plutôt des mesures qu'on va intégrer dans la prévention tertiaire, c'est-à-dire on est plutôt sur des mesures de réparation, en fait, de situations, parce qu'il y a des usures qui sont observées. On a quand même assez peu de choses qui réinterrogent la prévention primaire, c'est-à-dire, à nouveau, la question n'est pas de savoir si on est plus ou moins usé à 50, 55, 57 ou 60. C'est de faire en sorte qu'on ne le soit pas au cours de sa carrière professionnelle. Et ça commence dès le début de la carrière professionnelle. Et ça nécessite d'interroger l'organisation du travail avant tout. Et là-dessus, bon, on a quand même très peu d'accords divers sur le sujet. Et on parlait là, Benoît évoquait la question de la prévention tertiaire. Effectivement, ce qu'on a pu observer, en tout cas dans les accords, au-delà de chacune des thématiques qu'on vient d'aborder, c'est que dans les accords, la question du maintien dans l'emploi des seniors, tout au long de la carrière et notamment en fin de carrière, la question du maintien dans l'emploi des seniors, elle est passée au second plan des mesures qui visent à aménager la fin de carrière. En gros, les entreprises se questionnent beaucoup plus, aujourd'hui, on se questionne beaucoup plus sur la manière dont on fait sortir les gens
comment on les amène à la retraite, plutôt que la manière comment on maintient l'employabilité et on maintient dans l'emploi le salarié jusqu'à la retraite. C'est ça, en fait, qu'on viendrait de changer de paradigme un peu. C'est vrai que dans les accords qu'on a lus, alors par contre, là où il y avait des mesures, c'est sur les aménagements de fin de carrière. Et en gros, comment on fait pour que les gens partent en fait. Et c'est là que demeurent, selon nous, les éléments, les progrès à faire, notamment dans les mesures d'aménagement de fin de carrière. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les accords qu'on a vus, la majorité des dispositifs que là je vais évoquer sont conditionnés à un engagement ferme de départ à la retraite dans un délai déterminé des salariés. Mais en tout cas, on est dans la phase pré-retraite, si j'ose dire, avant le départ, avec des accords qui prévoient une information sur la retraite pour les salariés, avec des formations à la préparation à la retraite, des entretiens avec un professionnel de santé, des bilans de retraite individuelle financés par l'entreprise et également une étude pour le rachat de trimestre pris en charge par l'entreprise. Donc ça, c'est des dispositifs qu'on trouve qui sont relativement peu engageants, entre guillemets, pour l'entreprise, mais qui existent, qui ont un intérêt, hein, ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'intérêt, mais qu'on retrouve assez fréquemment. Également, il y a dans les mesures autour de la mutuelle une prime, par exemple, pour compenser le coût d'une complémentaire santé, autre dispositif qui s'adresse aux seniors, ou également sur le compte épargne-temps, un plafond du CET qui est plus élevé ou avec un abondement au CET plus élevé pour les salariés seniors ou pour ceux qui sont en tout cas sur des postes pénibles, qui sont en carrière longue ou en RQTH. Ensuite, il y a les dispositifs de réduction du nombre de jours hebdomadaires travaillés par l'utilisation des droits affectés au CET. Ça, c'est également un dispositif qu'on retrouve dans l'accord. On utilise le temps, les droits affectés au CET pour partir plus tôt ou travailler moins longtemps. Une aide au rachat de trimestre, également, on le trouve, c'est souvent dans les grosses entreprises, avec une aide financière à hauteur de, par exemple, 3 600 € max ou une prime de 6 500 € par trimestre racheté, par exemple. La possibilité d'utiliser une avance sur l'indemnité de départ à la retraite ou alors la monétisation du CET pour racheter des trimestres. Autre mesure que l'on trouve. Donc tout ça dans le cadre de l'aide au rachat de trimestre, le cumul emploi-retraite avec l'ouverture et l'accompagnement à l'accès à la retraite progressive, avec le maintien des cotisations patronales calculées sur la base d'un temps plein et une indemnité de départ à la retraite également calculée sur un temps plein. Voilà, par exemple, le type de mesure intéressant, phare, un peu qu'on a pu identifier. Un congé de fin de carrière aussi, avec une cessation anticipée d'activité, possibilité de partir à la retraite de façon anticipée en regroupant des jours de congé, les mois précédant le départ effectif en retraite, avec par exemple un congé de 3 ans avec versement de 70% de la rémunération brute. Ça, c'est pas partout, hein. C'est dans certains accords. Autre dispositif autour de l'indemnité de départ à la retraite, avec par exemple une majoration de l'IDR pour les salariés qui entrent dans le dispositif de transition activité-retraite, ou ceux qui ont un poste considéré comme pénible. Une indemnité de départ à la retraite calculée sur un temps plein pour des salariés qui passent à temps partiel aidé avant de partir à la retraite. La possibilité de convertir l'IDR en temps disponible, pareil, pour partir plus tôt, ou réduire son temps de travail en fin de carrière, ou la possibilité de bénéficier d'un acompte de 50% de l'IDR. Autre mesure, le volontariat, autour du volontariat, du mécénat, du bénévolat, la mise à disposition ponctuelle d'un collaborateur qui est volontaire, qui souhaite s'engager, s'investir auprès d'une association d'utilité publique ou d'intérêt général, par exemple. Ou le maintien de la rémunération pendant une durée déterminée dans le cadre d'une mission de volontariat ou de mécénat. Voilà. Alors, voici la palette des mesures et on a regardé également les mesures autour d'un volet qui est parfois un peu négligé, c'est celui de la communication et du suivi de l'accord.
Donc, certains accords prévoient donc de donner de la visibilité aux salariés sur les dispositifs existants. La pratique nous amène à dire que parfois c'est un peu oublié. Mais donc l'idée, c'est de, par exemple, créer une page dédiée sur l'intranet de l'entreprise, qui s'adresse aux salariés plutôt en troisième partie de carrière. La réalisation de fiches thématiques sur les mesures négociées et qui sont diffusées aux salariés sur l'intranet. On a vu une Senior Week, voilà, animée par la DRH sous forme d'ateliers thématiques sur le sujet. Un référent senior, ou encore des ateliers de sensibilisation auprès des managers, ce qui n'est pas inutile selon nous. Donc ça, c'est en tout cas donner de la visibilité, communiquer en direction des salariés concernés. Puis également, alors ça, ne pas l'oublier dans tout accord, c'est la mise en place d'une commission de suivi avec une commission qui a des objectifs, qui a une périodicité de réunion, qui est composée de manière paritaire avec des moyens qui sont donnés aux représentants qui siègent à cette commission. Également, la réalisation d'un bilan annuel adressé avant la réunion de la commission et des conclusions de la commission qui sont présentées au CSE. Donc voilà également un accord qui peut être révisé pendant sa période d'application. Donc voilà toutes les dispositions qu'on peut mettre en place dans le cadre d'un accord autour de la thématique de l'emploi des seniors dans l'entreprise. Et enfin, et là, nous pourrons conclure avec Benoît notre intervention avant les questions. Donc, en gros, ce qu'on pourrait... là, vous avez un slide qui présente un peu, qui résume un peu les éléments que l'on vient d'exposer. Donc, on peut dire qu'il y a en gros 6 leviers d'action pour agir en faveur de l'emploi des seniors dans l'entreprise. En direction, donc, via un accord spécifique senior, via un accord GEPP, ou en tout cas via différents médias qui peuvent être aussi un accord QVCT, qui peut également reprendre ces éléments-là. Quoi qu'il en soit, il y a 6 leviers. Le premier, et là qui est totalement absent des accords qu'on a étudiés, c'est celui de l'action contre les discriminations et les représentations stéréotypées. Comme on peut le faire dans le cadre de l'action en faveur de l'égalité professionnelle femmes-hommes, on peut proposer aussi des dispositifs et mettre en place des actions qui permettent de lutter contre ces stéréotypes, notamment des actions de sensibilisation auprès du management et des salariés, parce que tous les salariés aussi, toutes les générations peuvent être concernés par cette problématique, avec également des enquêtes internes sur le ressenti interne sur ces sujets, la mise en place de baromètres internes, mais également former le management dans le cadre de son évaluation des salariés, par exemple. En tout cas, des actions, ne pas oublier ces actions, cette dimension-là aussi dans le cadre des dispositifs et des actions à mettre en place. Deuxième élément, c'est le diagnostic. On l'a vu, Benoît en a parlé, pour bien mesurer via des indicateurs les éléments, la population, établir un diagnostic précis de la population concernée chez vous et la manière dont elle est traitée, entre guillemets, via l'accès à la formation, l'accès aux rémunérations, aux augmentations individuelles, à la promotion. Ensuite, de prévoir des engagements chiffrés dans l'accord et des engagements qui engagent, excusez-moi l'expression, mais aller au-delà du maintien du statu quo dans l'entreprise. Et après, les 2 volets, le volet aménagement des fins de carrière, comme on l'a vu, qui mérite d'être étudié dans le sens d'une transition vers la retraite, mais ce qui est un peu central et qui est insuffisamment développé, c'est tout ce qui relève du maintien et du développement dans l'emploi, sachant que dans ce volet-là, il y a tout ce qui relève du développement des compétences, du maintien de la proposition de perspectives professionnelles à des salariés qui dépassent les 45 ans et qui s'appuie également sur une action forte portée sur les conditions de travail et la prévention de l'usure professionnelle. C'est en tout cas un volet qui est insuffisamment porté, présent dans les accords que l'on a étudiés. Et le dernier volet qu'on a évoqué juste avant, la question de la communication et du suivi de l'accord qui sont incontournables.
Autre élément, ce qui est dans l'analyse qu'on a pu faire des accords, c'est également veiller à ce qu'il y ait quand même une cohérence entre les objectifs affichés dans le préambule de l'accord et la nature des mesures qui sont retenues dans l'accord également. Et avec, comme l'avait dit Benoît, une anticipation nécessaire qui vise notamment à faire que c'est tout au long de la vie professionnelle que se prépare l'emploi des seniors et que les mesures doivent être pensées. Et ne pas se focaliser uniquement sur les seniors, parce que c'est les trajectoires et les parcours et les perspectives, elles se tracent tout au long de la carrière, tout au long de l'évolution. Voilà, en tout cas, l'ensemble des éléments qu'on souhaitait vous présenter là maintenant. Et je vous propose qu'on passe à une phase de questions-réponses ou de débat. Merci beaucoup, merci Delphine, merci Benoît. J'espère que cette présentation vous a plu. Et en effet, nous avons quelques questions. On va les prendre peut-être un peu dans l'ordre, comme ça, les premiers qui ont posé les questions, voilà, on va remonter un petit peu dans le temps de la présentation. Il y a Monsieur Belbois, vous m'entendez bien, Delphine et Benoît? Oui, très bien. Pardon. En termes de droit, quelle est la différence? On en a parlé un peu au début. Quelle est la différence entre départ anticipé et retraite progressive? Et je vais juste compléter parce que Monsieur Belbois complétait sa question. Pouvez-vous expliquer qu'est-ce que la retraite progressive et quelle est la procédure pour en bénéficier? Est-ce un nouveau régime avec la réforme de retraite qui vient d'être votée ou existait-elle déjà? Voilà. Sur la retraite progressive, alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un dispositif qui existait déjà avant la loi, la nouvelle loi sur les retraites. Hein. C'est en gros une période pendant laquelle le salarié, donc c'est un droit des salariés que le salarié peut solliciter auprès de l'employeur, qui fait que pendant une période, il peut travailler à temps partiel, sachant que la part du temps partiel qui n'est pas payée, l'écart entre son salaire à temps plein et le temps partiel est compensé par la retraite, en fait, par sa retraite. Donc ça, c'est un dispositif qui a existé avant la loi, hein, qui vient de sortir. Elle était compliquée, elle était limitée, son accès était limité pour les salariés en forfait jour, mais il y a eu l'évolution législative qui fait que maintenant, tous les salariés, qu'ils soient en forfait jour ou pas, peuvent réduire leur temps de travail pour rentrer dans le dispositif. Le salarié peut s'y opposer dans un premier temps, mais il ne peut pas s'y opposer plus de 2 fois, je crois. Je vais vérifier, hein, j'avoue que je n'ai pas regardé. Mais c'est un droit, en fait, qui n'est pas propre à l'entreprise ou qui n'a pas besoin d'être négocié à proprement parler. C'est un dispositif, c'est un droit qui est, dont les salariés ont accès, avec moyennant des conditions c'est-à-dire que je crois qu'il faut qu'il y ait une durée entre il faut que le salarié soit à X années du départ à taux plein à la retraite, du départ à la retraite. Donc, mais ça, on pourra pendant que d'autres poseront des questions, je vais vous donner les éléments. Mais en tout cas, ce n'est pas nouveau. Alors là, avec les discussions et la loi qui vient d'être votée, il y a un renforcement de cet accès au dispositif qui a été décidé, mais l'idée étant de l'élargir. Et chose importante à savoir, c'est que on peut, par exemple, via un accord collectif, un accord senior ou un accord de GEPP senior, on peut justement, l'entreprise pourrait s'engager à faciliter et à accepter, a priori, les demandes de passage en pré-retraite progressive, par exemple, puisqu'elle peut le repousser. Voilà. Écoute, merci Delphine, parce que
c'est des délais de 2 ans de la retraite. Oui, voilà, mais c'est ça. C'est Madame Boucher qui a complété ça dans le chat. Ouais, et puis, la question intéressait aussi Monsieur Chaban, qui nous quid de la retraite progressive. Donc, merci. C'est-à-dire, voilà. C'est les droits à la retraite qui compensent la réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à temps plein. Voilà. Donc, c'est un dispositif qui est intéressant, qui est bon et peu connu. J'avais une question de Madame Miri. Si nous n'avons pas d'accord d'entreprise, faut-il entamer cette négociation qui n'a pas l'air d'être encadrée par le Code du travail d'une manière précise? Oui, alors effectivement, il n'y a pas ce qu'on vous a dit, il n'y a plus aujourd'hui d'obligation pour les entreprises, les directions d'ouvrir une négociation sur l'emploi des seniors. J'aurais tendance à vous inviter à vous saisir de n'importe quelle occasion en matière de négociation pour essayer d'instruire un petit peu le sujet de l'emploi des seniors. Alors la négociation la plus évidente, c'est celle sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, la GEPP, mais comme on l'a dit aussi en cours de ce webinaire, les problèmes ne sont pas liés qu'à l'emploi et aux compétences. Il y a aussi tout le volet conditions de travail qui peut, lui, être abordé à travers la négociation sur la QVCT, qualité de vie et conditions de travail. Aujourd'hui, je vous dirais, si vous avez un accord de télétravail qui s'ouvre, eh bien, vous pouvez. En fait, c'est un prisme. Voilà, c'est un prisme. Alors, est-ce qu'il faut en faire? En fait, la question qu'on pourrait se poser, c'est pour être efficace, est-ce qu'il faudrait avoir un accord dédié à l'emploi des seniors? Ça a été fait par le passé. À nouveau, les résultats n'ont pas forcément été probants. Mais en termes de facilité dans la négociation, parce que vous pouvez plus facilement revenir sur ce type de négociation que détricoter un accord de GEPP qui peut être beaucoup plus large, ça peut avoir sa pertinence. On a parlé GEPP, QVCT, il y a aussi l'égalité professionnelle, et ça peut faire partie aussi des sujets d'un accord d'égalité professionnelle. Donc voilà, c'est plus sur cette question de savoir s'il faut en faire un dédié. Et puis vous pouvez, en tant qu'organisation syndicale, vous pouvez demander à l'ouverture de cette négociation. Donc à nouveau, si je me fais bien comprendre, il y a des voitures balais, voilà, qu'il faut absolument utiliser s'il n'y en a pas un. Mais vous pouvez être force de proposition en la matière. Il y a une première question qui peut être posée, par exemple, c'est dans l'entreprise, c'est au moment de l'information consultation sur la politique sociale ou sur les orientations stratégiques et leurs conséquences sur les emplois au niveau du CSE, par exemple, de poser la question, quel sera l'impact d'un report de l'âge légal à la retraite sur les effectifs et sur les départs potentiels naturels à la retraite qui étaient programmés, envisagés par l'entreprise, par exemple. Donc ça, c'est un premier pas, en tout cas, sur le diagnostic, sur lequel il est possible après de rebondir aussi, pour engager une discussion sur cette thématique. Il y avait une question de Jean Truchon sur la cohérence entre les plans d'action seniors et les NAO. Votre direction mélangeant les deux négociations, sachant qu'il n'y a pas effectivement il n'y a pas de lien direct et obligatoire avéré entre la NAO et les plans d'action seniors. En tout cas, il n'y a pas de cadre légal qui impose de faire ce lien. Si tant est d'ailleurs, il n'y a pas de... aucun cadre légal qui impose cela, sauf à ce que vous ayez un accord par le passé qui prévoit que les choses soient discutées ensemble. Mais la question, si je comprends, la question, c'est de savoir, dans le cadre de négociations sur les salaires, et le partage de la valeur ajoutée, si effectivement on peut faire un mélange des genres avec un plan d'action senior. Ma réponse serait de vous dire non. Il n'empêche qu'il peut y avoir, en fonction des situations, des mesures qui sont liées aux rémunérations qui pourraient être spécifiques concernant les seniors. C'est notamment la question de l'abondement des CET. Typiquement, ce genre de choses pourrait se voir dans le cadre d'un accord sur les salaires. Mais vous l'avez bien vu, les enjeux sont beaucoup, beaucoup plus larges que ça. Et donc, ne peuvent pas se réduire, en tout cas, uniquement à cette négociation-là. Merci. Pardon, j'avais aussi une question de Madame Baouz Fatima. Avec la disparition du contrat de génération, la question de l'intergénérationnel, diversité au sein des équipes, mode de management, dispositifs ad hoc, etc., ne nuit-elle pas notamment à la gestion de la transmission des compétences?
Merci Fatima pour cette question. La question est intéressante. Alors, est-ce que l'accord sur le contrat ou les négociations, pardon, sur le contrat de génération permettait d'instruire peut-être plus facilement le sujet des liens intergénérationnels? C'est possible, c'est peut-être possible on se connaît, donc je vais te dire tout de suite dans ton entreprise. Ce que je pense, c'est que quand on disait tout à l'heure de l'importance des représentations et de lutter aussi contre les discriminations qui peuvent être portées par la question de l'âge, ça renvoie à cette question aussi effectivement de lien intergénérationnel et de management intergénérationnel. C'est ça qui est convoqué et donc d'où la nécessité que ce soit une affaire d'entreprise et pas qu'une seule population. Donc là, je pense qu'il ne faut pas oublier ce qui pouvait faire partie des différents registres de négociation des précédents accords seniors, accords contrat de génération, et pouvoir éventuellement les reconvoquer dans un accord type GEPP. Donc, en fonction des situations, à nouveau, on part toujours du diagnostic. En fonction des situations, si effectivement, par exemple, aujourd'hui, on constate qu'on a un management beaucoup plus junior, peut-être avec pas tout à fait les mêmes mentalités, et qui va venir encadrer des populations plus seniors et plus fidèles dans l'entreprise, peut se poser ce sujet-là. Et donc, effectivement, il faut regarder quel dispositif on met en place, quelles mesures d'accompagnement peuvent être dédiées à ça. Voilà, je ne sais pas si... En tout cas, une partie de la réponse. Merci Benoît. J'avais une question de Philippe Ray. C'était dans le cadre des mesures phares, je crois, au moment du webinaire. Quand vous parlez de maintien des cotisations retraite, cela concerne exclusivement les patronales ou également les salariales? Alors ça dépend des accords, mais dans les accords sur le maintien, alors ça dépend dans le cadre de quelle mesure c'était prévu, mais souvent c'est les cotisations patronales, et salariales, c'est le salarié qui les finance. Ouais. Mais le patron, entre guillemets, s'engage à maintenir les cotisations à taux plein. À temps plein, pardon, comme s'il s'agissait d'un temps plein. Pardon. Ça marche. J'espère que c'est bien ça la question. Philippe, si vous êtes encore dans le chat, n'hésitez pas à nous dire si vous avez bien la réponse. Moi, de mon côté, on a fait presque le tour des questions. En fait, il y en a une dernière, c'est de Madame Rabajois qui nous demande si on a des références sur le sujet pour aider à la réflexion des références biblio. Si on a des références, mais peut-être qu'on peut se dire que les références biblio, on pourrait les mettre éventuellement, si on a 2-3 types, on pourrait les mettre dans le mail qu'on envoie après le webinaire cet après-midi ou demain matin. Ouais, alors moi, oui, on pourra le mettre. Alors, on m'a posé la question lors d'un précédent webinaire en me disant, c'est pas votre question, mais je vais répondre à votre question en me disant, mais est-ce que vous pouvez nous fournir un bon accord sur le sujet? Bon, on en a parlé en interne, en fait, on n'a pas trouvé de bon accord. Enfin, moi, j'ai pas de bon accord. On pourrait faire la publicité en disant, surtout suivez ça. Je rappelle, un bon accord, c'est un accord qui répond à un contexte, donc avec ce travail préalable qui est fait, des mesures dédiées, chiffrées, enfin voilà, on ne part pas sur le chapelet de bonne intention. Donc, j'évacue éventuellement la question si vous vouliez nous la poser. Par contre, en termes de référence, vous avez notamment le Centre d'études de l'emploi qui a beaucoup travaillé sur le sujet et je vous invite à lire les travaux de Volkov, Molinier, notamment, on les mettra donc dans le fil. Vous avez on est sur la sociologie et aussi les politiques d'emploi et de conditions de travail. Vous avez aussi les travaux de Serge Guérin qui sont assez intéressants à lire et je vous invite, alors c'est pas pour faire la publicité de mon ancienne maison, mais quand même assez active dans les expérimentations faites dans les entreprises sur toutes les publications de l'ANACT autour de la prévention de l'usure professionnelle et des parcours et besoin d'anticiper les parcours professionnels, qui est assez abondante aussi sur le sujet et qui peuvent être un point d'appui intéressant pour vous. Eh ben, merci. Il est 15h29. On est dans un timing plutôt pas trop mal. Avant de vous laisser peut-être le petit mot de la fin, Benoît, Delphine, vous remerciez tous d'être venus. On était une cinquantaine quasiment pendant toute l'heure et ça,
Ça, c'est super. Notre prochain webinaire se tiendra le 6 juillet sur le harcèlement moral. On vous remettra un petit lien d'inscription pour ceux que ça intéresse dans le mail qu'on fera suivre cet après-midi ou demain matin. Et puis, Delphine, Benoît, je vous laisse Oui, conclure. peut-être juste pour un petit mot. D'abord, remercier effectivement de votre participation sur ce sujet qui est extrêmement important et à nouveau qui a fait un peu un point aveugle du débat qu'on a eu sur les retraites. En tout cas, les partenaires, les organisations syndicales l'ont mis sur la table, mais pas forcément repris côté patronal et côté politique. Donc, c'est très important. Donc, saisissez-vous du sujet dans vos entreprises. Challenger, embêtez vos experts. On est à votre disposition, mais vous avez peut-être aussi d'autres experts. Embêtez vos experts, challenger dans les futurs champs de mission que vous allez avoir sur la politique sociale, sur les orientations stratégiques, pour qu'à nouveau, ça ne soit pas un impensé, en fait, des politiques sociales de demain, parce que, voilà, on s'inscrit dans cette trajectoire d'allongement, bon gré mal gré, et il faut vraiment anticiper les choses pour ne pas retrouver les mêmes travers que ce qu'on a connu par le passé. Merci à tous. Merci à vous. Merci. Et bon après-midi. Bon après-midi. Au revoir à tous. Au revoir.